Il est 20h48 en ce vendredi 30 juin 2017 et je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Je vais vous demander de vous lever et de respecter une minute de silence à la mémoire de Gilles d'Auvergne qui est décédé le 21 avril dernier. Merci. En même temps, je voudrais que nous souhaitions tous la bienvenue à Martine Zard, qui a la lourde tâche de succéder à Gilles, puisque les textes prévoient que dès qu'il y a un poste qui est vacant, pour quelle qu'en soit la raison, le suivant de liste est de suite intronisé autour de la table du conseil. Et vous verrez en point tout à l'heure, on fera l'accueil officiel à travers un vote du conseil. Je vais procéder maintenant à l'appel. Marcel Oulès, présent. Pierrette Punier. Présente. Grégory Ateba. Pouvoir Bertrand Carlin. Fabienne Gilliot. Présent. Ali Bouchama. Présent. Toufik Hamdi. Présent. Caroline Dumont. Présente. Eddy Popote. Présent. Mardine Bernada. Présente. Bertrand Carlin. Présent. Myriam El Alaoui. Présente. Yaline Orlaville. Pouvoir. Pouvoir Ali Bouchama. Thierry Rochette. Présent. Lina Trac. Pouvoir. Pouvoir Pierrette Munier. Martine Zard. Présente. Georges Pambou. Absent. Christian Jaillet. Pouvoir Pouvoir Gaël Bouvier. Gaël Bouvier. présente. Pierre-Marie Soulis. Absent. Nous allons avoir besoin d'un secrétaire de séance qui aura une lourde tâche ce soir. Il sera aussi secrétaire du bureau de vote pour l'élection des délégués pour les sénatoriales. Donc y a-t-il un ou une volontaire pour cet emploi? Thierry, tu ne peux pas le faire, je vais t'expliquer pourquoi. Ah oui, parce que tu es l'un des plus jeunes et tu seras membre du bureau. Je suis désolé. C'est gentil de te proposer, mais comme tu fais partie des plus jeunes, tu seras membre du bureau. Si personne ne veut Martine, tu ne peux pas non plus. Moi, je le prends si personne ne veut le prendre. D'accord. Ali Bouchama. Vous êtes sûr, il n'y a pas des volontaires? Qui serait contre? Si, il y en a. Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Je vous fais passer la feuille de présence, que vous voudrez bien signer s'il vous plaît. Bien. Ça tombe bien que nous ayons eu l'idée d'organiser ce dernier conseil avant les vacances ce vendredi 30 juin, puisque nous aurons été obligés d'en organiser un quand même, puisque un décret ministériel nous a imposé cette date pour procéder à l'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Chanteloup pour élire les sénateurs le 24 septembre prochain. Même si on ne connaît pas le nom des candidats, il faut élire le collège électoral. Donc les candidats pourront leur candidature entre le 4 et le 10 septembre, je crois. Donc vous avez avec votre dossier tous les textes et un résumé, une note de synthèse qui vous explique comment va se dérouler cette élection. La note de synthèse simplifie parce qu'elle s'est attachée à la strate de population de la commune. Autrement, c'était un pavé assez important qui prenait tous les cas de toutes les communes. Donc la commune de Chanteloup-en-Brie, ayant 19 conseillers municipaux, doit élire 5 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. L'élection de ces délégués titulaires et de ces délégués suppléants se fera sur la même liste. Donc, s'il y a des listes qui sont présentes ce soir, elles peuvent être remises maintenant, juste avant que le scrutin débute. Donc, je sais qu'il y a une liste qui est déposée, c'est la liste qui s'appelle Chanteloup 2020, avec comme candidat moi-même, Marcel Oulès, Martine Bernada, Grégory Ateba, Fabienne Gilliot,
Ali Bouchama, qui seraient les 5 premiers, donc postulent pour le poste de titulaire. Ensuite, Pierrette Munier, Toufik Hamdi et Caroline Dumont, dans les 3 suivants qui seraient susceptibles d'être des suppléants. Y a-t-il une autre liste qui serait présente ce soir? Donc, s'il n'y a pas d'autre liste, nous allons pouvoir procéder au vote. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment ça va se faire. Bon, d'abord, on va désigner le bureau électoral. Le bureau électoral doit être composé de 4 membres. Et le texte précise que ce sont les 2 plus anciens. En l'occurrence, ce sera 2 anciennes, Pierrette Munier et Martine Bernada, et les 2 plus jeunes, Thierry Rochette et Bertrand Carlin. Bertrand Carlin et Thierry Rochette. Voilà. C'est pour ça, Thierry, qui ne pouvait pas postuler pour être secrétaire. Donc, vous allez vous diriger vers la table où il y a l'urne. Le secrétaire de séance fera l'appel des noms. Et chacun de notre tour, nous irons prendre un bulletin, une enveloppe, passer par l'isoloir, voter. C'est comme quand on vote, on en a l'habitude maintenant, on vient de faire 4 séances de vote. Et vous signerez après la feuille. Donc je vais demander aux membres du bureau général de se présenter. Et à votre appel, vous irez voter. Ceux qui ont un pouvoir votent bien sûr 2 fois, mais ils voteront à l'appel du nom du candidat, de la personne, du conseiller. Faut que je me mette là-bas, moi, à Marseille? Non, tu peux rester là. Je vais récupérer la liste. C'est la même. C'est la même. Dès que vous êtes installé, vous vérifiez bien que l'urne soit à 0. Bon, si tout le monde en est d'accord, on ne va pas enlever les clés, on va les laisser dessus, à moins que quelqu'un souhaite qu'elles soient enlevées. Non? Voilà, asseyez-vous. Et Ali, tu peux... Je peux commencer? Y a-t-il des questions avant que le vote ne commence? Est-ce que tout est clair? Donc, nous pouvons procéder à l'élection des délégués. Marcel Oulès. Pierrette Munier. Grégory Atteban. Pouvoir Bertrand. Je me permets de rajouter, si vous voulez, on n'a pas le droit de rayer des noms. Ah oui, c'est très important. Excusez-moi, je ne l'ai pas dit. Le bulletin sera lu. Ouais. Il y a 4 pouvoirs. Oui. Fabienne Gilliot. Ali Bouchard.
voter. Toufi Kandi. À voter. Caroline Dumont. À voter. Eddie Popote. À voter. Martine Bernadin. À voter. Bertrand Carlot. À voter. Myriam El Alaoui. À voter. Evelyne Orlaville. À voter. Thierry Rochette.
Lina Trac, pouvoir Pierre-Pignon. À voter. Martine Zard. Martine, elle n'est pas encore installée dans votre Si, commune. elle est installée, je t'ai dit tout à l'heure, Ah, d'accord. depuis la date de... D'accord. Le 21 avril. À voter. Georges Pambou, absent. Christian Jaillet, pouvoir Gaël Bouget. Gaël, elle a signé ici. Il faut qu'elle signe normalement au côté. C'est pas grave. Lina. Plus Des villes dans la ville. Evelyne. Jaillet, Christian Jaillet. Et 2 absents. À voter. Gaël Bouget. Tu vas faire un tour. À voter. Pierre-Marie Soulis, absent. Bien. Monsieur le secrétaire, tout le monde a voté. Oui. Donc, 13 présents, 4 pouvoirs et 2 absents. donc le conseil municipal se compose de 19 membres. Nous avons 2 absents, donc il devrait y avoir 2 absents et 4 pouvoirs. Donc il devrait y avoir 17 bulletins dans l'urne. Confirme 17 Il n'y a pas à de... 14. Dans 17. le- il y a un... Il y a bien 17. Il y a bien, 17 au compteur. oui, est-ce qu'il y a bien 17 17 signatures. 17 signatures aussi 17 signatures. Donc, 17 votants. 17 votants. oui. Donc 17 votants, 17 exprimés. Donc on peut procéder à l'ouverture de l'urne. présent. Nombre de conseillers présents. Non, présents. 13 présents. 13, hein. Oui, Il y a 4 pouvoirs. Oui. il y a 4 pouvoirs. Dix. 17. 17. Bien. Messieurs, mesdames, vous pouvez procéder à l'ouverture. Monsieur le secrétaire, vous notez les... Oui. Enfin, une note, pardon. Oui, oui, il faut que vous voyez. Ah ouais, c'est du blanc. Faut peut-être prendre face à chacun. Non, c'est des enveloppes vides. Ah ouais, Vous vérifiez qu'il n'y ait pas de nom rayé, rayé ou pas, et vous annoncez le nom de la liste. 2 bulletins dans une même, on n'en prend qu'un. Si c'est pas le même, oui. Oui, c'est les mêmes. Bon, d'accord, oui, on en prend que. Ah, c'est codé. Ah, mais s'ils sont codés. Il faut qu'ils annoncent. Oui, donnez le nom de liste. Il faut Il annoncer. faut donner les listes. Oh. Il faut appeler la liste quand vous ouvrez le Oui, mais bulletin. on va vous l'appeler, on les sort. Ah, les d'accord, sort, d'accord. Alors, pour Chanteloup 2020, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
16, 17. 17. Voilà. 17 voix Et pour la liste Chanteloup 2020. 17 en tout. Donc Thomas, comment procède-t-on pour répartir les sièges? Il y a deux calculs qui doivent s'opérer, un quotient électoral qui doit être déterminé. Le quotient électoral, c'est le nombre le nombre de votants divisé par le nombre de sièges, arrondi à l'entier supérieur, et les autres sièges suivants sont répartis à la proportionnelle au plus fort du nombre de votes, sachant qu'il n'y a qu'une liste, le calcul il est simple, il y a 5 sièges de délégués qui sont donc attribués aux 5 premiers noms sur la liste Chanteloup 2020, et les 3 noms suivants, c'est les postes de suppléants qui sont attribués aux personnes placées en 6, 7 et 8e position sur la liste. Donc, je récapitule. Pour la liste Chanteloup 2020, les 5 délégués titulaires seront Marcel Oulès, Pierrette Munier, Marcel Oulès, Martine Bernada, Grégoria Teba, Fabienne Gillot, Ali Bouchama, et les 3 suppléants seront Pierrette Munier, Toufik Hamdi et Caroline Dumont. Nous irons, au moins les 5 titulaires. Si un titulaire ne peut pas être présent ce jour-là, ça sera le remplaçant qui peut. Alors, vraiment des raisons, il faut vraiment des raisons Voilà, il faut des raisons très très draconiennes pour pouvoir s'absenter. Il est 21h09 et le scrutin est clos. Donc maintenant, Thomas a beaucoup de travail à faire puisqu'il faut qu'il aille afficher les résultats et les communiquer en préfecture. Alors, j'affiche, on va faire les 3 procès-verbaux en séance, donc je dois les rédiger maintenant. Et ensuite, il y a un procès-verbal signé par, alors je vais dire qui signe d'ailleurs, c'est pas bien compliqué, mais les 2 conseillers les plus âgés, les 2 conseillers les plus jeunes qui constituaient le bureau électoral, ainsi que le secrétaire et le maire. Une fois que c'est signé, je dois aller afficher un exemplaire sur l'affichage mairie. Et à la fin du conseil municipal, je dois transmettre immédiatement les résultats à la sous-préfecture par mail. Et lundi matin, entre 8h et 8h30 impérativement, je dois les déposer les PV à la sous-préfecture. Donc il va me falloir juste quelques minutes pour rédiger le procès-verbal. Encore plus simple que le présidentiel, que le législatif. C'est plus simple. C'était plus simple avant. Bon, pendant que Thomas rédige le procès-verbal, nous allons continuer l'ordre du jour du Conseil. Mais ça, c'est à toi. Oui. Ah oui. Bon, oui, ok, mais je vais respecter le... Il faut finir jusqu'au bout. L'élection. D'accord. Oui. C'est en temps. Ouais. Si on vient en plus vieux, pas plus jeune. Rien faire. Ils sont plus vieux. Martine, c'est Tu m'arrêtes ça, Martine ou pas? Tu m'arrêtes ça?
Les 3 exemplaires ont été affichés. Il faut garder les enveloppes. C'est un peu long, on s'en excuse. Ah, c'est des photocopies en fait. Non, je peux pas. C'est tellement simple. Les membres du bureau et le secrétaire. Le siège, c'est titulaire et suppléant. L'allocution. 17 que dit Bestron. Je peux mettre quelqu'un à contribution pour recopier celui-là. Avec quelqu'un qui est bien, pas moi. Voilà. Moi, je vais bien. Quelqu'un qui écrit mieux que moi. si je peux bien, mais bon. Que ce soit.
nombre de fois que vous le faites? 3. Si vous n'êtes pas signé, je vais reprendre le fil. Ça c'est quoi? Façon top, façon C'est la même chose en plus. C'est quoi ça? Ça c'est le procès verbal. Il est fait en 3 exemplaires. Oui. Et l'autre c'est l'annexe du procès verbal, celui que vous avez rempli. Ah, c'est pour qu'on regarde. Ah bah, c'est les 2 premières pages de la page à signer. Oui. C'est ce qui va avec la page qui. Je sais pas où est la 3e. Mais... D'accord. Bah, elle est là. Non, elle est là. Ah, c'est parce que je ne voyais pas. Je me demandais pourquoi C'est ce c'était. que le maire a pas signé. D'accord. Je vais mettre ça. D'accord, d'accord. On va faire passer juste celle-là. Ouais. Je vais passer que la feuille à signer. Là. Je vais passer que celle-là. C'est là, oui. En attendant. J'ai l'impression de faire une punition. C'est pas Carrément. Ben oui, j'avais. C'est une punition.
Vous avez tout ce qu'il faut? Normalement, oui. On a signé que 2 comme ça. Hein? On a Je suis signé en que 2 informatique. Non, 3. Et tu veux 1, tu imagines comment 2, 3. Ah oui. Et puis il reste le bureau qui signe. J'affiche. Je propose que nous reprenons le fil de notre conseil maintenant que cette opération est terminée. Si vous en êtes d'accord, vous avez reçu, après votre dossier, vous avez reçu un supplément concernant une déclaration d'intention d'aliéner qui est supérieure à 500 000 €, que nous n'avions pas reçu à temps pour le mettre dans le dossier du conseil, qui est reçu après. Donc je vous demande si vous en êtes tous d'accord, ça il faudra l'unanimité là-dessus, que nous l'ajoutions à l'ordre du jour de ce conseil, dans le point urbanisme. Pourquoi? Parce que une réponse qu'on doit fournir à une DIA, c'est un délai légal de 2 mois, et je ne pense pas que nous organiserons un conseil municipal au mois d'août, un peu plus tard en septembre, qu'on aura dépassé la date limite pour pouvoir répondre à la DIA. Donc vu le montant important de la somme, c'est 6 600 000 €, je pense qu'on peut l'inscrire à l'ordre du jour, si bien entendu tout le monde est d'accord. Il nous faut l'unanimité là-dessus. Donc qui serait contre? Nous inscrivions ce point supplémentaire à l'ordre du jour, à la rubrique urbanisme. Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Je vous remercie. En même temps que le dossier du conseil, vous avez reçu le procès verbal du conseil précédent jeudi 13 avril. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions à poser sur ce procès verbal? Oui, enfin, pour moi, il y a une erreur dans la première phrase. C'est remarqué que c'est Thierry Rochette qui avait été désigné pour remplir la fonction de secrétaire. Oui. Alors que le secrétaire de séance était écrit Oui, Oui. alors, c'est exact. On va le corriger. C'était Grégory Ateba. Et Grégory Ateba, qui était secrétaire de séance, m'a fait part qu'il y avait 2 petites fautes d'orthographe, mais je les montrerai à Thomas D'accord. tout à l'heure. Mis à part ces remarques, y a-t-il d'autres? Donc je propose que nous passions à l'adoption. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on fera les corrections qui ont été faites remarquer ce soir. Le point suivant, donc on arrive à l'installation de notre nouvelle conseillère municipale, même si elle est en fonction, comme je disais tout à l'heure, conformément à l'article 270 du code électoral, elle est en fonction depuis la vacance du poste, ce qui fait suite au décès de Gilles Dauvert le 21 avril. Maintenant, il faut que le conseil approuve cette installation de Marquis de Zard. Voilà. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Tu t'abstiens, Martine? Ah, non. Oui. Non, parce que j'ai vu que tu n'as pas levé. T'as pas levé. D'accord. T'es contre, ça commence bien. Bon, d'accord. Non, c'est pas grave. C'est très bien de ne pas voter pour toi. Et bon, bienvenue autour de cette table. Ça va être peut-être un peu dur de prendre les affaires en route, mais nous te mettrons au courant très rapidement. Le point suivant, c'est un avenant numéro 2 à la convention de fonctionnement entre l'association Crescendo et la commune pour la halte garderie. Donc je vais passer la parole à Pierrette pour vous expliquer ce qu'il en est. C'est comme chaque année, c'est prévu dans la convention de départ. L'avenant sert à mettre en jour la subvention d'équilibre qu'on doit verser à Crescendo sur l'année N-1. Donc on attend qu'ils aient fait leur compte rendu de l'année et ensuite on se rencontre pour étudier leur budget et préparer cet avenant. Donc cette année, il est de 147 094,41 €, un tout petit peu moins que l'année dernière. Voilà. C'est ce qu'on leur devra sur l'année 2017. Donc la première partie de la subvention, elle est calculée sur l'année précédente et on régularise au mois de novembre avec cet avenant. Voilà, si vous avez des questions. Cette année, on n'a pas eu de remarques particulières à faire
sur leur gestion, sur les résultats. Ils ont bien repris les antécédents positifs dans le nouveau budget, voilà, qui viennent en déduction de ce qu'on leur donne. C'est des situations que l'on fait chaque année, et pour régler cette situation d'équilibre, on est obligé de faire un avenant à la convention, de passer avec l'association Crescendo. Y aurait-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Point suivant. Participation aux frais de fonctionnement du syndicat intercommunal lycée professionnel de Clé-Souilly. Pierrette, tu veux en dire quelque chose? Oui, on a trois établissements pour lesquels on donne des subventions pour des enfants de Champclaux qui fréquentent ces établissements. Donc il y a Clé-Souilly. On en votera, je pense, deux autres. Il y a SBI et l'ANI. Mais aujourd'hui, on a eu une demande que de Clé-Souilly pour l'instant. 92,91 €. En fait, ces demandes viennent parce que nous avons des enfants qui sont obligés d'aller dans des écoles spécialisées, souvent à la demande de l'Éducation nationale, et donc des conventions sont passées entre les communes dont les enfants doivent aller dans ces établissements et les syndicats qui gèrent les collèges et les lycées où vont se rendre les enfants de la commune. Voilà. Donc c'est pour cela que nous sommes amenés à signer des conventions de participation aux frais de scolarité. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Point suivant. Approbation du montant des subventions attribuées aux associations. Et je vais donner la parole à Eddy pour qu'il nous explique, qu'il énumère les répartitions des subventions telles que le comité qu'il préside l'a fait. Donc, comme chaque année, nous avons demandé les doléances des associations. Donc, on a reçu les dossiers. Par rapport à ce qui les subventions qu'ils demandaient, il a fallu faire un choix parce que on avait un certain budget à respecter. Donc là, s'il fallait donner tout ce que les associations demanderaient, on aurait explosé le budget. Donc on a dû faire un choix. Et donc voilà, donc ce qu'on a voté, le comité vie locale a voté, donc en fonction des dossiers. Alors l'association Millennium 77, donc par rapport à leur dossier, donc on a voté un budget de une subvention de 1020 €. Donc pour l'association du dojo, donc on avait reçu en début d'année, donc par rapport à tout ce qu'ils souhaitent entreprendre, les activités grandissantes cette année, donc dont une activité supplémentaire. Donc voilà, donc on a voté une subvention de 3050 €. L'association Champatch, donc 150 €. Le Val-de-France Football Club, une somme de 880 €. L'association sportive de Champclaux-en-Brie, donc 2100 €. Celle de la Gondoire, 50 € et Arthétique, 50 €. Donc nous avons certaines associations qui n'ont pas souhaité cette année demander de subvention. Donc on leur a proposé, les associations qui souhaitaient avoir 50 € pour les frais de photocopie. Donc il y en a uniquement 2 qui nous ont répondu, sachant que dans les autres subventions, les 50 € sont intégrés. Donc voilà.
Donc ce qui fait une somme totale de 7 300 € alloués aux associations cette année. Voilà. Je rappellerai juste que l'enveloppe qui avait été votée lors du vote du budget au mois d'avril dernier par le Conseil était de 7 400 €. Donc Voilà. c'était cette enveloppe que la vie locale avait à répartir. Et donc on garde une réserve de 100 €. Donc voilà. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Redevance pour l'occupation du domaine public provisoire. Donc, c'est quand les entreprises, notamment GRDF, puisque c'est qui est concerné, font des travaux sur la voie publique pour leurs installations. Donc ils occupent provisoirement le domaine public et ils doivent une redevance qui est d'un montant de 0,35 € le mètre par rapport au linéaire de tranchées qu'ils font pour passer leur canalisation. Donc nous devons nous voter pour cette redevance qui fait rentrer certaines années quelques subsides et d'autres très peu ou pas du tout. Mais si on ne vote pas cette disposition, on ne peut pas bénéficier de la subvention d'occupation du domaine public de manière provisoire. Voilà. Donc le taux de la redevance, je le répète, est de 0,35 par mètre de canalisation et le montant sera revalorisé chaque année sur la base des longueurs des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mise en gaz au cours de l'année précédente, celle au titre de laquelle la redevance est due. Voilà. Je voulais juste préciser qu'avant, on touchait ces sommes-là, mais on n'avait pas besoin de délibérer. Depuis l'année dernière, il faut délibérer. Donc l'année dernière, on n'a pas délibéré, donc on n'a rien touché. Parce qu'on ne nous l'avait pas dit. On ne nous avait pas demandé. Voilà. Mais ils ne nous ont pas payé quand même. On peut pas faire un rétrogradé. Voilà. C'est le temps des travaux. Et on ne sait pas, bien sûr, à l'avance le nombre de mètres linéaires, c'est pas en fonction des travaux de raccordement qu'ils Mais vont bon, faire. ça, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. 1500 €, quelque chose comme ça. Voilà. C'est Moi- toujours ça, hein. Oui. Moi, pour info, sur la commune des Signes-Moulineaux, j'ai installé des parties de protection, ça c'est pour un chantier. On est demandé 696 € d'occupation de ces pseudo-échafaudages. A-t-il des questions? Oui. Oui. L'occupation provisoire. Alors, est-ce que l'occupation provisoire, c'est uniquement, puisque le mot provisoire, là, je vois chantier de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport, de transport de gaz. Alors, Oui. est-ce qu'il y a des canalisations de gaz qui sont provisoires? Non, non. C'est le chantier. C'est le chantier qui est provisoire. C'est pendant le C'est chantier. Ils provisoire, interviennent hein. sur les canalisations. Ils occupent, quand ils creusent, quand ils ouvrent une tranchée, ils sont obligés de protéger le domaine public pour poser leur tranchée. Donc ils occupent le domaine public le temps de la durée des travaux. Donc c'est que le chantier qui est provisoire. D'accord. Et donc la redevance, elle est calculée, c'est pas le nombre de jours d'occupation du domaine public, c'est la longueur de canalisation multipliée par 0,35 qui nous donnera le montant de la redevance. Voilà. Occupation de domaine public provisoire, hein. C'est bien précisé, ça s'appelle en RODPP en abrégé. Voilà. D'autres questions? Je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Question suivante. Adhésion de la commune au Fonds de solidarité logement pour l'année 2017. Comme chaque année, nous sommes sollicités par le département de Seine-et-Marne pour le Fonds de solidarité logement. C'est-à-dire c'est une cotisation que peuvent payer les communes, hein, c'est selon la décision du conseil municipal, pour aider les personnes qui sont en difficulté pour leur paiement de loyer ou paiement les charges d'électricité, de gaz ou d'eau ou tout autre fluide nécessaire à la vie quotidienne.
ce fonds de solidarité au logement, ce FSL, est attribué selon des critères. Hein, c'est des dossiers, souvent c'est les CCAS qui les montent. Mais ce n'est pas des prêts à fonds perdus, c'était des avances qui sont faites aux demandeurs et qui doivent rembourser. Mais pour que ça puisse se mettre en application, et c'est le département qui gère ce fonds de solidarité, les communes qui veulent y adhérer doivent signer une convention, la convention FSL, et c'est une cotisation qui est payée par habitant. Donc ça prend en compte la population INSEE, hein, et ça représente une cotisation pour la commune de Chanteloup-en-Brie de 1 016 €. Je rappelle que chaque année, nous mettons en délibération cette convention et que chaque année, nous la renouvelons. Donc je vous propose que nous continuions à le faire. Le CCAS pourrait dire qu'il y a quelques Chanteloupiens qui en bénéficient quand des enfants la demandent. Y a-t-il des questions sur ce FSL ou sur cette autorisation qui me serait donnée pour signer la convention? Je vous propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Question suivante, celle des ressources humaines. Modification du tableau des emplois. Pardon? Modification du tableau des emplois. Nous sommes depuis plusieurs semaines à la recherche d'un directeur des services techniques, pardon, excusez-moi Thomas, directeur des services techniques, en remplacement de Franck Martin qui a fait valoir son droit à mutation dans une autre commune. C'est une chose pas facile de recruter le bon candidat. Et nous avons dû d'ailleurs faire appel à un cabinet spécialisé privé pour qu'il nous trouve la perle rare. Et malgré cela, les candidats sont rares aussi, comme les perles. Et donc, nous allons recevoir à nouveau un candidat lundi qui nous avait quand même intéressé. Mais bon, il faut encore l'interviewer à nouveau pour être sûr que c'est celui qui convient au poste et qu'il a réellement envie de venir travailler pour la commune. C'est un agent titulaire de la fonction publique territoriale, de cadre B, et qui peut avoir le grade de technicien principal, première classe, technicien principal, deuxième classe ou technicien. Comme on ne crée qu'un poste, hein, et comme nous ne savons pas encore le niveau du grade qu'aura le futur directeur des services techniques, nous sommes obligés d'ouvrir 3 postes. Donc un poste de technicien principal de première classe, technicien principal de deuxième classe et un poste de technicien. Par exemple, la personne que nous auditionnons lundi, elle a les principal deuxième classe. Voilà. Donc pour ne pas être pris au dépourvu quand on aura trouvé le bon candidat, et j'espère que ça va aller vite maintenant, il faut créer ces 3 postes. Et bien sûr, ça ne débouchera que sur un emploi. Mais il faut les 3 grades. Voilà. Et après, une fois chaque année, on remet à jour le tableau des emplois. Les emplois dont on ne se sert pas, on les supprime. Après avis, l'accord de la comité technique. Y a-t-il des questions? Donc, le chiffre 3 passerait, après l'embauche, si on trouve le directeur, si on le trouve, les 2 postes sont les postes sont créés, mais ils ne seront pas pourvus. Ce qui fait que au prochain mise à jour du tableau des emplois, on supprimera les 2 postes non pourvus. On ne sait pas lesquels on va supprimer, donc, parce qu'on ne connaît pas le grade encore de la personne que nous allons recruter. C'est pour ça qu'il faut, pareil à toute éventualité, et donc ouvrir 3 postes. Je veux dire qu'un poste n'entraîne pas systématiquement le recrutement. Hein. Voilà. D'autres questions? Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Unanimité. Alors, il est évident aussi que avec le directeur de service technique qui arrivera, il y a des indemnités particulières qui sont liées à
à sa fonction, à son grade et à sa fonction. Bon, c'est assez technique, donc je vais passer la parole à Thomas qui va vous expliquer de manière précise ce qu'il faut entendre par ces indemnités spécifiques de service. Auparavant, à la commune de Chantelombry, il n'y avait pas de personnes de la filière technique des grades de catégorie B, ce qui veut dire que là, vous avez précédemment voté pour créer les postes. Mais bien entendu, pour pouvoir rémunérer un candidat qui serait de catégorie B, il faut que le régime indemnitaire afférent soit également créé. Donc, comme il n'y a jamais eu de technicien sur la ville de Chanteloup, le régime indemnitaire n'existait pas. Il faut donc le mettre en place, et c'est ce qui vous est soumis ce soir. Il y a 2 primes principales qui sont versées aux techniciens territoriaux. L'indemnité spécifique de service, qui fait l'objet de cette délibération. On a repris dans le projet de délibération strictement le décret numéro 2003-799, et on a pris les informations qui figurent sur l'arrêté ministériel, puisque les primes, avant d'être attribuées à la fonction publique territoriale, doivent d'abord exister à l'État et être transposées ensuite à la territoriale. Donc là, le tableau qui figure sur le projet de délibération, c'est scrupuleusement ce qu'indique le décret, à savoir que l'indemnité spécifique de service est versée d'après un taux de base multiplié par un coefficient qui est différent selon le grade du cadre d'emploi, sachant qu'il y a 3 grades dans le cadre d'emploi des techniciens, ce qui nous donne un montant moyen annuel auquel on applique un coefficient de modulation. Donc, tout ça pour dire qu'en gros, l'indemnité, avec ce calcul-là, on a l'enveloppe maximale que l'on peut attribuer sur l'indemnité spécifique de service, ce qui ne veut pas dire que le maximum sera versé au candidat. En tout cas, ça nous donne l'échelle entre 0 et le maximum qui est ici. Il ne s'agit pas de voter des montants, puisque si demain un décret venait changer, de toute façon, les primes qui sont amenées à être votées en attendant l'application du RIFSEP vont de toute façon être supprimées, puisqu'on a l'obligation de mettre en œuvre un nouveau régime indemnitaire qui fait fonction des suggestions particulières des agents. Ce régime indemnitaire devrait être mis en place pour l'ensemble des agents d'ici la fin de l'année. Donc ces primes-là seront supprimées et seront substituées par le RIFSEP au moment. Le RIFSEP est en débat au comité technique. Et il faudrait qu'on débouche avant la fin de l'année sur ce. Ouais. Donc en fait, ce sont des enveloppes qui sont votées parce qu'il pourrait y avoir plusieurs agents qui sont dans cette catégorie. Là, il n'y en aura qu'un, mais c'est comme dit Thomas, c'est pas parce que ces sommes apparaissent qu'elles seront forcément versées. C'est après en fonction de différents critères. Y a-t-il d'autres questions sur cette prime ISS, indemnité spécifique de service? Donc je propose que vous passiez au vote. Qui serait contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Pardon, qui s'abstient, pardon. C'est quoi? Qui est pour maintenant? Merci. De la même manière, il y a la mise en place de la prime de service et de rendement. Vous voulez en dire quelque chose? Je ne vais pas être très original, mais les explications que je vous ai données pour l'indemnité spécifique de service valent pour la prime de service et rendement, si ce n'est que le montant est un peu plus simple. C'est-à-dire que là, on a un taux annuel de base qui est fixé par décret. Et lorsque l'agent est le seul détenteur de son grade à l'intérieur d'une collectivité, ce qui sera le cas puisque ce sera le premier et seul technicien de la ville de Chanteloup, le montant maximum individuel qui peut lui être versé à l'année est multiplié par 2. Là encore, on a repris scrupuleusement ce qui était indiqué dans le décret. Et en fait, ce sont des indemnités que nous sommes obligés de mettre en place pour pouvoir recruter un DST. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Il ne reste plus maintenant qu'à trouver le candidat idéal. J'espère que lundi sera la bonne. Point suivant, mise en place des titres restaurants. C'est une demande très ancienne de nos agents, de la collectivité, que l'on mette en place le système des tickets restaurants. Jusque-là, nous n'étions pas obligés de le faire puisqu'on avait des possibilités de restauration sur place pour les agents, au moins pour le service administratif et les services techniques
C'est différent pour les animateurs et les ATSEM qui, eux, bénéficient du repas de cantine. Le nombre d'agents augmentant, les locaux étant pour le moment, je dirais, un petit peu étroits, nous avons répondu favorablement à la demande des personnels de passer au ticket restaurant, et beaucoup de collectivités d'ailleurs le font, je crois que c'est le cas dans les Gondoires, hein, Pierre. Et donc on a proposé au comité technique du 15 juin dernier de mettre en place ce ticket restaurant, hein, qui aurait une valeur faciale de 8 € et la participation qui représente la participation de l'employeur. 50%, c'est 4 € pour l'employeur, c'est ça, 8 €. Voilà. Donc le comité technique paritaire a donné bien entendu un avis favorable, et maintenant il faut que nous, conseil municipal, nous validions cette décision. Je pense que c'était nécessaire de le faire, et le comité technique a remercié par avance les élus, puisque nous ont penché sur leur demande. Y a-t-il des questions? Je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour eux. Point suivant, c'est l'exercice du droit de grève. Là, c'est quelque chose de plus sensible, et surtout qui pose problème dans certains services de la commune, notamment services animation et scolaire, quand il faut pourvoir à assurer, comme nous l'impose la loi, un service minimum, disposer des agents nécessaires pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui nous a amené par le passé à prendre plusieurs fois les décisions de fermer purement et simplement soit le centre de loisirs, soit la restauration du midi, parce que nous ne pouvions pas assurer les conditions maximales de sécurité et puis surtout réglementaires. Le droit de grève est un droit qui est reconnu constitutionnellement, donc les agents peuvent s'en servir quand il y a des préavis de déposer, mais on peut aussi un petit peu, je dirais, l'encadrer. Dans la fonction publique d'État, je crois que le préavis de grève est de 5 jours. Et pour les collectivités, ce délai de 5 jours s'applique qu'à partir d'une strate de population de 10 000 habitants. Ce qui veut dire qu'en dessous, le principe du préavis n'est pas obligatoire. Nous avons posé la question au comité technique du 15 juin en attirant l'attention quand même des employés, du personnel communal, particulièrement celui de l'animation, qu'il était difficile de mettre en place, si on pouvait le faire, un service obligatoire, si nous ne connaissions pas suffisamment tôt les effectifs qui seraient présents ou absents. Donc, même si on n'est pas obligatoire d'instaurer ce préavis de grève dans les collectivités de notre strate, nous avons proposé au comité technique quand même de l'encadrer, mais de prendre un délai juste de 3 jours. Bon, en 3 jours, on a les moyens pour les services, de voir si les services d'animation ont prévenir suffisamment tous les parents, de mettre en place soit un service exceptionnel, soit de fermer purement et simplement, comme on l'a déjà fait, les services. Donc, ce délai de préavis, ce dépôt de préavis de 3 jours permettrait de nous organiser, et je pense que c'est important. Je dois dire que les membres du CP l'ont très bien compris et ne se posent pas à ce que nous délibérions dans ce sens-là ce soir. Voilà. Cela ne leur enlève pas du tout le droit de grève. Ils feront grève quand il y a un préavis qui est déposé, mais pour eux, il faudra le déposer 3 jours avant la date de la grève. Oui. Par contre, dans l'obligation de négocier pendant le préavis, 5 jours. Ouais, du coup, il ne faut pas marquer 5 jours, il faut mettre 3 jours. La dernière phrase, ainsi c'est parti pour 5 jours pour tenter de trouver une solution et éviter la grève. 5 jours qui restent. Oui, d'accord. C'est le rappel du texte en fait.
Oui, mais comme on a mis 3 jours, il faut... Ça, c'est le rappel du texte. Après, dans les décisions, vous avez 3 jours francs. Là, c'est le rappel du texte, c'est-à-dire que pour les communes de plus de 10 000, c'est 5 jours francs. Après, comme c'est pas précisé, qu'on a bien Normalement, c'est précisé le écrit préavis dessus. 3 jours, C'est écrit derrière, c'est écrit ça derrière. lave tout à la fin derrière. Ouais, 3 jours. Dernière francs. fois. Par contre, La dernière phrase, on n'a pas cité. Oui, on peut mettre 3 jours, donc, puisqu'on a 4. Et c'est dans ces 3 jours qu'on va essayer de mettre en place les services de remplacement. L'obligation de négocier pendant le préavis. Voilà. C'est l'obligation de négocier pendant le préavis. Et nous, c'est oui, donc c'est 3 jours. Oui, oui, 3 jours. Par contre, on n'a pas mis. Et l'autre question, Oui, c'était oui, voilà. que veut dire 3 jours francs? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas 3 jours ouvrés? Parce que 3 jours francs, s'ils sont calendaires, ils nous prennent le vendredi pour le lundi. Oui, Oui. ça c'est une Est-ce bonne qu'on question. a eu cette discussion en CT? Mais des jours francs, ils sont pas entendus comme calendaire, les jours francs, dans le cadre du travail, si. Il me semble pas. Hein. Bah, Le- Dans le- le code du travail, on a soit calendaire, soit ouvrable, soit ouvré. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'il vaut mieux utiliser le terme ouvré Ouvré. pour être... Sauf que on n'a pas tous le même nom, enfin, les mêmes jours ouvrés pour la collectivité. Mais on en a parlé en CT, mais je ne me rappelle pas. Dans la discussion, ils avaient Oui. défini les membres des jours francs en étant les jours travaillés. Les jours ouvrés. Bah, c'est ouvert. Oui. Et on n'a pas- on met pas la référence au CT. Les jours travaillés ne sont pas obligés d'être... On ne va pas le saisir. Par contre, Si je travaille un dimanche, si c'est le pour dimanche, négocier pour éviter la grève. Donc si vous voulez qu'on mette 3, on met 3. Moi, je ne peux pas ça, sauver le non, donc les jours travaillés, c'est pas spécialement les jours ouvrés. Exactement. Après, lundi C'est au pour ça que vendredi. ça, c'est C'est ouvré. ouvré, c'est ça. On remplacera franc par ouvré. Oui. D'autres questions? Je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc les 2 points suivants correspondent à des points d'urbanisme. Et ce sont des décisions sur le droit de préemption urbaine pour 2 parcelles. La parcelle YA 97 298, 25 avenue de la Ferme-Briard, région de Saint-Fiacre. Ce sont des parcelles qui sont propriétés de l'établissement public. L'établissement public les a mises en vente pour construire du logement, les dernières opérations de logement qui vont se faire sur la commune. Mais comme dans toute vente de biens fonciers qui se fait sur une commune, la commune a le droit de préemption, c'est-à-dire de vouloir acquérir ce bien. Vu le montant, 3 750 000 €, il semble difficile que la commune puisse s'en porter acquéreur. Elle exprime la volonté de s'en porter acquéreur. Et pourquoi en faire par la suite? Parce qu'il faut toujours... il faut toujours une destination, je dirais, de l'utilité publique. Lors de l'installation du conseil, le conseil m'a donné l'autorisation de signer ces déclarations sous le droit de préemption à hauteur de 500 000 €. Au-delà de 500 000 €, c'est le conseil qui se prononce. Donc, je ne vois pas l'intérêt pour la commune d'acquérir cette parcelle. Laissons le bâtisseur l'acquérir pour mettre en avis son opération. Donc je vous propose qu'on renonce à notre droit de préemption. Avez-vous des questions? Donc je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Le point, c'est celui que je vous ai demandé que nous rajoutions à l'ordre du jour, c'est pour la même question. La demande nous est arrivée un petit peu tard. C'est une autre parcelle, YA 474, qui est située avenue du Chêne Saint-Fiacre, qui fait une superficie de 63 A 45 centiares, c'est-à-dire 6 345 m², pour un montant de 6 625 430,80 €. Donc la même raison, les mêmes causes et les mêmes effets. Donc la commune ne veut pas se porter, n'a pas un intérêt particulier à se porter acquéreur de cette parcelle, notamment vu le coût, vu son montant. Donc, je vous propose que nous renoncions à notre droit de préemption
Et nous allons passer au vote, si vous êtes d'accord, sauf si vous avez des questions à poser avant. Donc qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Les deux points suivants rapportent à l'enfance et à la jeunesse, approbation du règlement intérieur de la restauration scolaire des activités péri et extrascolaires. Donc, comme Grégory n'est pas là, je crois qu'il a donné à son pouvoir les explications nécessaires pour que nous puissions apprécier justement ces modifications au règlement intérieur. Donc, Bertrand, à toi la parole. Donc en effet, Grégory m'a envoyé quelques explications. Donc le règlement intérieur est un document écrit précisant le fonctionnement à respecter, les obligations de chacune des parties. Après une année d'expérimentation du règlement intérieur 2016, il s'avère que des modifications sur le fond étaient à valider pour le rendre plus précis et fonctionnel. Le service enfance-jeunesse a donc fait des propositions au bureau municipal afin que le conseil municipal approuve ces modifications. C'est une remise en forme, une suppression de certaines redites, l'affinage des procédures avec les décisions du bureau municipal et une uniformisation des horaires. Sur le fond, il n'y a pas de changement, c'est juste sur la forme avec la pratique du service administratif. Pour faciliter une compréhension du fonctionnement des familles, un cadre plus clair à faire respecter et avoir un document de référence pour le service administratif, mais aussi pour les équipes. Donc, dans le règlement intérieur, dans page 1, dans le préambule, il y a une modification sur les capacités d'accueil en termes de locaux, donc de 140 enfants sur la ferme du Pavillon et 110 sur le Cantou. Page 2, sur l'admission des enfants. Il est retiré la phrase « accueil des enfants de 3 à 6 ans maternelle » car les enfants de moins de 3 ans peuvent être accueillis dans le cadre du périscolaire s'ils sont scolarisés en septembre. Au niveau des horaires, il y a eu l'ajout arrivée et départ possible entre 13h et 13h30 afin de permettre la prestation au repas, plus l'après-midi ou alors juste l'après-midi. Sur la page 3, sur l'inscription administrative, sur le point 2, nous avons placé le critère « être à jour de ses factures » en premier, car il semblait plus important dans l'attribution des places. C'est l'expérience qui nous a amené à mettre ce point en premier, et on s'est aperçu que quand on distribue les dossiers et qu'on les refusait parce que les parents n'étaient pas à jour, je peux vous dire que ça met vite à jour. Ça évite les relances. Pardon ? Et ça évite les relances. Page 4, article 2.1. Nous avons retiré les lieux d'accueil périscolaire pour les retraits des formulaires, car les familles ont pris le pli d'aller au bureau administratif. De plus, pour le Cantou, l'équipe maternelle ne peut se déplacer et les documents réservation devant être transmis avant le mercredi 12h, cela peut poser problème. Dans l'article 2.3, réservation aux activités périscolaires, il n'y a pas de nouveau formulaire annuel, les parents s'étant habitués à l'actuel, mais la reformulation nous paraissait plus claire. Page 5 sur l'article 3.3, réclamation. Toute réclamation est possible sous un délai de 2 mois à réception de facture. Nous voulons ainsi donner plus de cohérence entre les réclamations possibles puis les envois au trésor public. Page 5, non pardon, voilà, c'était toutes les modifications sur le règlement. Y a-t-il des questions? Je propose que nous passions au vote. Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Unanimité. Le point suivant, c'est l'approbation du règlement intérieur du Centre local d'action jeunesse, du CLAJ. Donc,
Bertrand, si... Et avant, c'était 117. 140, c'est combien? 110? Alors sur le règlement intérieur du clash, Grégory nous dit « Nous avons à présent un clash qui fonctionne bien avec une fréquentation en hausse. De ce fait, il nous paraissait plus judicieux de revoir le règlement intérieur existant, qui n'est plus d'actualité car pas modifié depuis plusieurs années. Il s'agit là de reprendre les éléments fondamentaux du règlement intérieur applicables aux accueils de loisirs en l'adaptant au public des préados. » Donc en résumé, c'est une mise à jour de ce règlement. Des questions? Des remarques? Non. Il y a juste 2-3 copies dans les textes que je vous donnerai après. Tu les redonneras à Thomas. Donc nous allons passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui serait pour? Unanimité. Le point suivant, c'est une motion de soutien à la candidature du Val d'Europe à l'accueil de l'exposition universelle 2025. Donc, en 2016, le président de la République a déposé la candidature de la France auprès du Bureau international des expositions afin d'accueillir l'exposition universelle de 2025. Le département de Seine-et-Marne est un des départements à s'être engagé dans la candidature à cette organisation et plus particulièrement sur le Val d'Europe, qui s'appellerait ainsi l'exposition Paris-Val d'Europe 2025. Donc, il y a le soutien de l'établissement public d'aménagement, de la Marne-la-Vallée et de la Chambre de commerce et d'industrie. Par courrier du 15 mai, le président du conseil départemental a sollicité les communes pour son soutien à la candidature de notre département à l'accueil du village global de l'exposition universelle 2015. Considérant que le département de Seine-et-Marne et le territoire du Val d'Europe disposent de tous les atouts pour faire la candidature française à succès dans tous les domaines, je propose que nous appuyons cette motion proposée par le département. C'est pas dit que le département soit retenu parce que je crois qu'il y a d'autres départements. Il y a Saclay, il y a le plateau de Saclay, oui. Le Lourc, le canal. Voilà. Donc, défendons notre secteur, Val d'Europe, pour le dynamisme économique, pour les retombées touristiques que cela pourra amener à ce moment-là. Le triangle de Gonesse, le canal de Lourc et le plateau de Saclay. La commission se réunira pour décider qui sera retenu le 2 juillet. Ah, oui. Le 12 juillet, c'est... Oui, la commission qui retiendra le site, 12 juillet. Voilà. Donc il faut que notre soutien arrive avant. Donc pour résumer, c'est les 3 villes qui sont candidates et qui représenteront la France pour une candidature au niveau mondial. Voilà. La France n'a pas encore été désignée. Non. Non. Dans un second tour. Voilà. La France choisit son... Oui, son comme pour les Jeux Olympiques, par exemple. Voilà, c'est ça, exactement. Y a-t-il des questions, d'autres questions? Donc je propose que nous passions au vote de soutien à cette motion. Qui serait contre? Là, c'est l'exposition. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Les communications du maire. Donc, décision du maire prise en vertu de la délégation prévue à l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales, 24 avril. Décision numéro 2017-034, contrat passerelle de dématérialisation interface TTD FAST avec JVS Meristrem. Ce sont nos logiciels, c'est ça, Pierrette? C'est pour la dématérialisation. Dématérialisation, d'accord. Donc, coût annuel 445,20 euros. 27 avril, signature d'une déclaration d'intention d'aliéner, valeur du bien 149 000 euros, une autre de 191 500 euros et une dernière de 357 000 euros. Donc oui, inférieur à 500 000 euros, donc je peux signer ces déclarations d'intention d'aliéner. Le 9 mai, une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner pour une valeur de 367 000 euros. Le 11 mai, décision numéro 2017-35, convention de vérification périodique Caliconsult Exploitation, coût annuel 156 euros pour vérification des installations gaz, 300 euros pour les vérifications d'ascenseurs et 252 euros pour vérification de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail.
16 mai, signature d'une déclaration d'intention d'aliéner pour une valeur de 13 770 €. 31 mai, 2 signatures de déclaration d'intention d'aliéner pour une valeur de 475 000 et une autre de 316 000. Et enfin, le 20 juin, une signature de déclaration d'intention d'aliéner, valeur du bien 305 000 €. Voilà les décisions que j'ai prises. Je voulais aussi vous lire, si je la retrouve, le courrier que j'ai reçu d'Arnaud de Belnay, le maire de Bailly-Romainvilliers. Vous savez que lors du dernier conseil, nous avions voté une motion concernant le barreau qui était prévu par l'État depuis longtemps, qui n'a jamais été réalisé. Donc il avait demandé le soutien de toutes les communes du secteur, c'est dommage. Il nous a envoyé une lettre de remerciement que j'avais prévu de vous lire et que je n'arrive pas à remettre la main dessus, ça m'embête. Je ne l'ai pas mise dans votre dossier. Sachez que le maire de Bailly-Romainvilliers remercie le conseil municipal d'avoir soutenu sa demande et que je crois qu'il y a une manifestation qui est prévue, c'est pas dimanche, pour justement faire pression sur l'État pour qu'il respecte ses engagements de réalisation de ce barreau. Voilà. Pardon, sans qualité de maire de Bailly ou président du Val-d'Or? Les deux. C'est le maire de Bailly qui a mené la discussion pour que l'État respecte ses engagements. Voilà. Donc, question orale en vertu de l'article 5, nous avons reçu une question de Madame Bouvier, que je vais lire. J'aimerais savoir pourquoi le pique-nique sous la halle est encore une fois pas organisé cette année, alors que les villes alentours assurent leur événement et en créent même de nouveaux. Toujours la même chose, et je reçus cet après-midi un rappel de la préfecture concernant les consignes à appliquer pour le plan Vigipirate. Le Vigipirate est au plus haut niveau, notamment pour les manifestations extérieures, où les conditions sont très drastiques. Identifier les menaces et les vulnérabilités dans un premier temps, et ensuite au niveau de la périphérie. Alors choisir le lieu d'implantation d'événements qui présentera le moins de vulnérabilité. Il est préférable de choisir un lieu du rassemblement de manière à limiter l'accès des véhicules, ne pas s'installer au débouché d'un axe important. Limiter ou interdire le stationnement des véhicules aux abords immédiats du lieu du rassemblement, qui sous la halle c'est assez difficile parce que les voitures sont proches. Mettre en place une signalétique afin d'orienter les piétons sur le lieu de l'événement et de le détourner des flux de véhicules. Identifier le mobilier urbain qui pourrait servir à dissimuler de l'explosif, l'enlever, en réduire l'utilisation ou mettre en place des rondes de vérification. Solliciter les forces de l'ordre ou la police municipale pour la réalisation de patrouilles, voire la mise en place de points de contrôle et de filtrage. Identifier les points de vulnérabilité hauts, immeubles surplombants et les sécuriser, éventuellement pour une présence humaine. Si possible, mettre en place un système de vidéoprotection donnant priorité sur les accès au site en prenant en compte les dispositions du Code de la sécurité intérieure. Il faut faire aussi au niveau de la périmétrie. Aménager des points de contrôle de filtrage en nombre suffisant aux entrées du site afin de fluidifier l'entrée du public. Leur efficacité repose sur la présence d'un superviseur, de moyens de communication et de procédures claires afin de diffuser l'alerte et de faciliter l'intervention des forces de sécurité intérieure en cas d'incident. Maintenir le niveau de vigilance tout au long de l'événement, mais également lors du moment sensible de sa dispersion. Il cite en référence le 22 mai 2017 à Manchester, la sortie du spectacle. Installer une délimitation physique de l'événement au moyen de barrières reliées entre elles. Organiser l'acheminement jusqu'au point de contrôle en installant des barrières. Séparer les flux entrants et les flux sortants. Aménager les issues de secours en nombre suffisant au regard de l'importance de l'événement afin de permettre une évacuation rapide du public en cas de danger à l'intérieur de la zone. Organiser et contrôler les livraisons. Au niveau des volumes intérieurs, désigner un responsable sûreté qui sera l'interlocuteur unique des forces de l'ordre, des services d'incendie et de secours en cas d'intervention sur le site. Prévoir l'aménagement d'un poste central de sûreté au cœur du site. Ce dernier doit être équipé 24 heures sur 24 par au moins un opérateur qui visualisera les images du système de vidéoprotection mis en place. Sécuriser la zone en période de fermeture du public par la mise en œuvre d'un gardiennage humain. Sensibiliser l'ensemble des collaborateurs au niveau de menaces, au mode opératoire terroriste et la détection des situations suspectes. Cette sensibilisation doit être complétée par une information sur les comportements adoptés en cas d'attaque. Installer des écrans et des haut-parleurs pouvant diffuser une alerte. Donc,
Ça me paraît. Ce sont des recommandations. Oui, D'accord. ce sont des Ce sont recommandations. pas d'obligations. Mais Est-ce imaginons. que vous pensez que la ville de Lannion pour la fête de la Marne a fait tout ça? On se pense. Je dirais. Ici, a su faire la fête de la musique. Je ne pense pas qu'il y avait tout ça non plus. On est allé, on n'a pas vu. Ça, c'est la responsabilité de. Montévrain, du maire. pareil. Oui, C'est des grandes villes, mais il y en a aussi des plus petites. Je vais prendre le. Collégiens, fête de la musique, donc feu d'artifice, hein, tout ce qui va bien. Ferrières-en-Brie, pareil. La ville de Noisiel, Pour organiser, la ville de Noisiel vient de supprimer son feu d'artifice, justement pour ces raisons de sécurité. Quand Bertrand pourrait témoigner des difficultés qu'il y a eu à maintenir le marathon cette année, justement en raison de la fragilité du parcours. Certaines communes qui étaient traversées de l'année n'ont pas pu l'être cette année. Donc, je pense que c'est aussi des volontés des communes. Oui, mais ou pas faire les choses. Malgré tout, je continue juste oui, sur ce que j'ai relevé parce que c'est pas que des grandes villes. Oui. Ferrières-en-Brie, ils organisent un truc pour le 14 juillet, je vous dis pas. Conches, ils ont fait la fête de l'été avec le bal, le feu de la Saint-Jean. Et Jossigny aussi qui fait aussi une fête communale au mois de juin avec la fête du moulin, vide-grenier. Il y a eu la fête du moulin. Et fête foraine. Et voilà. On a fait la brocante cette année. On a fait l'organisation. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Les contraintes qui sont exigées là pour maintenir. C'est pas exigé, c'est recommandé, je pense. Après, je pense que c'est plus une volonté ou pas de vouloir faire les choses. Il se passe, à part la volonté, il y a la volonté et il y a aussi les moyens. Les moyens, on n'a pas les moyens de mettre tout ça en place. Qui va le faire? Moins de moyens que Conches, moins de moyens que Ferrières, moins de moyens que Jossigny. On a les moyens adaptés à notre strate de population, mais qui va assurer la sécurité? On va reprendre encore une entreprise, c'est toujours des frais supplémentaires pour le budget. Je rappelle, c'est 3 000 € pour la brocante. Bon, la brocante, bon, c'était difficile. La brocante encore, c'est vraiment... Oui, mais c'était difficile de ne pas l'organiser parce que ça fait partie de l'histoire de la commune. Bon, le pique-nique, c'est moins, je dirais, c'est moins historique. Voilà. Et... Non, mais... Donc c'est organisé le pique-nique, parce que c'est toujours le oui, on sait ce que c'est comme organisation. Et c'est aussi une manifestation, je trouve, qui est importante, où les gens se rassemblent, se connaissent, c'est bon enfant. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais on a vu à un moment de la dispersion, quand tout le monde s'en va, c'est difficilement gérable. Je sais pas, dans les autres villes, ça s'est fait comme ça, les gens sont bons et tout va bien. Mais... Donc, je pense que c'est plus une volonté de ne pas faire. Non, c'est pas une volonté de ne pas faire. C'est toujours les mêmes. C'est pas une volonté de ne pas faire, c'est une évaluation du risque et prendre en considération les recommandations, comme vous dites, qu'il faut mettre en place pour pouvoir organiser ces fêtes en plein air. Bon, le plan Vigipirate a été maintenu au plus haut niveau. On voit encore qu'il y a des voitures béliers qui foncent tous les jours. Là-dessus, on est démunis. La voiture bélier sous la halle, toute la protection un camion, des fois, emporte la barrière. Bon, c'est vrai qu'il y a la benne. Bon, c'est vrai, on a mis la benne exprès pour se protéger des intrusions des gens du voyage. Mais il y a part de jeter des objets par-dessus la clôture, les voitures à côté, puis il y avoir une voiture piégée pas loin. Bon, il y a tout. C'est des individus isolés, et c'est des individus isolés. C'est une responsabilité. Voilà. On assume. Ben oui. J'étais pas tranquille pour la brocante, ça s'est très bien passé. On était bien. Notre dispositif a été validé. De toute façon, toute manifestation extérieure pour faire valider le dispositif aussi, et le commissariat, parce que vu le nombre de personnes, c'est un commissariat qui prononcera, il va s'appuyer là-dessus. Et voilà. C'est trop de contraintes pour qu'on fasse ça dans la sérénité. Et... Je prends note de votre réponse. Non, mais vous avez raison, mais comme c'est la responsabilité, je ne repose que sur moi la responsabilité, donc c'est moi, s'il y a un problème, c'est moi qui trinque, et j'ai vraiment pas envie. Voilà. Et on souhaite, comme tout le monde, que très vite le niveau de plan Vigipirate diminue, qu'on puisse reprendre une vie plus tranquille, plus facile, plus souple pour organiser.
quand je vois des villes comme Noisy qui annulent leur Feu d'artifice. feu d'artifice alors qu'ils sont beaucoup plus équipés que nous, les polices municipales, les autos. Nous, on n'a pas ça, on n'a pas les moyens d'avoir. Vous nous citez un exemple, j'en ai Oui, oui. cité, Non, oui. Il y a le marathon, Bertrand pourrait le dire, les difficultés pour le marathon. Il y a jusqu'au dernier moment des discussions en préfecture pour redessiner le parcours, pour voir comment on allait faire. Bon, tout ça, c'est du temps, c'est des contraintes. Et d'ailleurs, ils ont débaptisé, ça s'appelle plus marathon d'ailleurs. Si, c'est toujours plus ou moins marathon quand même. Ça fait 42 km 195, donc c'est un marathon. Mais Comme il ne fait pas sur route, c'est plus un marathon. Mais ça s'était appelé autrement. déjà avant, il y avait quand même beaucoup qui n'étaient pas goudronnés. Là, les contraintes que nous imposait le préfet ont fait qu'on a beaucoup emprunté de chemins non goudronnés, sans traverser un minimum de voies de circulation. Le marathon était le dimanche 4 juin, le préfet a donné son accord que le jeudi 2 juin, dans l'après-midi. Je vais le dire. Il y a eu 3 réunions au sommet en sous-préfecture, enfin ça a été... effectivement, ça a été pénible. Voilà. Vous avez ma réponse. on n'est pas prêt de faire quelque chose. Quoi. Il y a d'autres choses qui se font. Hein. Les manifestations de la salle des fêtes n'ont pas été supprimées. On met en place à chaque fois Mais c'est un vigile. coût, c'est un coût. Et c'est tout ça, c'est Voilà. des charges supplémentaires et pour lesquelles on n'a pas de recette en face. Et puis le jour où on reviendra à une situation normale, au niveau de l'organisation, ça serait bien aussi qu'il y ait des bonnes volontés hein, pour les installations et le repli. C'est toujours les mêmes. Hein. Tout fait qui peut en témoigner. C'est toujours les mêmes qui viennent à 1h, 2h du matin pour ranger. On se retrouve à 2, 3, 4 personnes maximum. Hein. Donc, mais bon, ça on verra bien le moment venu, n'est-ce pas? Je pense que tant que, ça c'est mon avis personnel, c'est de ma responsabilité, tant que le niveau du plan Vigipirate sera maintenu à ce niveau-là, le niveau pourpre, je crois que c'est le plus élevé, je regarderai de près les recommandations et je m'en inspirerai pour prendre ma décision. Non, c'est ce que je dis, c'est votre volonté de... Non, c'est tout. C'est ma décision. Voilà. C'est pas ma volonté c'est qu'elle soit faite et que la manifestation se fasse, mais ma responsabilité, elle est d'en mesurer les conséquences. Et les moyens disproportionnés qu'on devrait mettre en place pour réussir quelque chose qui, espérons-le, serait sécurisé à 100%, ce qui n'est jamais le cas. On ne va jamais rien sécuriser à 100%. Voilà. Bien. C'est la seule question. Puisque c'était la seule question. Il est 22h25 et je clôt ce conseil municipal en vous remerciant tous d'avoir participé, d'avoir été patient pour la longueur de l'après-vote, hein, de la réalisation des procès-verbaux. Et je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes vacances et à la rentrée.